Eh bien, bonjour, bonjour à tous. Je suis particulièrement content de vous retrouver pour cette séance. Vous êtes nombreux, très 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 nombreux, et il y en a quelques-uns qui viennent encore de s'inscrire. Donc, eh ben c'est chouette parce que du coup, on va pouvoir partager, échanger. Vous allez pouvoir réagir. On va essayer de passer un bon moment tous ensemble sur ces sujets qui vous intéressent beaucoup, dont certains sont déjà bien au point, d'autres commencent à s'y intéresser, donc c'est le bon moment de synchroniser un peu tout ça. Je m'appelle Fabrice Penelot, moi je suis le dirigeant d'une société qui s'appelle Crop & Co et qui est spécialisée sur le thème des achats, avec une activité de conseil et de formation, et puis une activité logicielle, et c'est surtout de celle-ci dont on va parler aujourd'hui. Ce logiciel s'appelle Ocaveo, donc vous avez un site ocaveo.com, vous avez pas mal d'informations dans l'univers digital. Et puis en complément de ces activités, j'ai créé également un blog sur le métier achat qui s'appelle Apprendre les achats, où j'essaie de vous diffuser régulièrement de l'information sur le métier, des pratiques, le management, bref, tout ce qu'on peut imaginer autour de notre métier. Et puis surtout, que ce soit Ludovic et moi, on est connectés bien sûr, comme vous tous, sur LinkedIn. Donc si vous voulez un peu suivre nos actualités, et si nous on veut rentrer en contact avec vous, n'hésitez pas à nous inviter pour qu'on puisse continuer à partager. Voilà, donc du coup on va parler d'intelligence artificielle, on va parler de logiciels de gestion d'achat et de marché. Bonjour. Super Ludovic. Bon. C'était dans mon coin, je suis Fabrice. Ludovic, je disais juste avant de te laisser la parole encore un dernier mot, et comme ça après je te laisse te présenter. Donc, comme vous l'avez compris, moi je suis plutôt en charge d'activités autour du métier. Et dans ce métier, on aide les organisations en termes de pratique, de management, de positionnement, de gouvernance, bon bref, tout ce qu'on peut imaginer pour vous aider à grandir sur le métier. Et on a un logiciel. Et du coup, c'est dans ces échanges qu'on a eu avec Ludovic qu'on s'est dit, mais quelle complémentarité on pourrait avoir. Et c'est l'objet de ce qu'on va vous présenter après. C'est pour ça que on a souhaité le faire tous les deux. On sait que c'est pas hyper commun. On a eu quelques petites remarques ici ou là de se dire, mais du coup, comment ça, des éditeurs, mais est-ce que vous n'êtes pas concurrents, etc. On s'est dit, non, pas forcément. Et quand bien même on le serait un tout petit peu, c'est vous les acheteurs qui allez régler tout ça. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de se dire, par rapport à ce qu'on a fait, Ludovic et nous, on se dit, il y a vraiment des choses qu'on a envie de vous partager. Et c'est vraiment dans cet esprit qu'on a créé ce webinaire. Ludovic, je te laisse peut-être la parole pour que tu puisses te présenter. Alors, bonjour à tous, moi je suis Ludovic Millet, je suis président de Pixis Support et d'IXA. Pixis, c'est un cabinet d'AMO en achat public, en contract management, où on intervient à la fois sur les très grands projets de bout en bout, y compris en négociation, analyse de besoins, stratégie, rédaction des pièces, sur les projets d'IT, d'ouvrages d'art, en ferroviaire. On a beaucoup de sujets en ferroviaire. On a une offre d'externalisation de marché aussi. On va rédiger, passer les marchés pour vous quand vous avez des pics de charge, des problématiques temporaires de ressources. Ça, c'est la partie conseil. Donc, Pixis, c'est 25 personnes. On a 10 ans d'existence. À côté de ça, on a une activité numérique qu'on filialise les mois qui arrivent, qui s'appellera IXA, qui est spécialisée sur l'intelligence artificielle. On a créé en fait nos propres algorithmes depuis pas mal de temps pour arriver à créer la solution Maya, qui est la première et la seule solution en IA dédiée au marché public. Et du coup, on a pas mal de développement annexe à côté pour arriver à adapter des solutions métiers, essayer de voir comment l'IA peut apporter des choses. Et à côté de ça, je suis le concepteur et directeur éditorial du site codecommandpublic.com, qui avant s'appelait acheteurpublic.com, et pour les plus anciens d'entre vous, c'était Jurist Connect, mais ça remonte à il y a bien plus de 15 ans. Donc voilà, et donc l'idée du webinaire, comme l'a dit Fabrice, en fait, Maya, nous, on a développé une solution sur la base d'un cahier des charges propre. On voulait adresser ce qui n'existait pas sur le marché avec des technologies alternatives et surtout novatrices, en intelligence artificielle. Et par contre, on se refusait d'adresser des choses comme les étapes amont ou aval du process achat, parce que j'estimais qu'il y en avait qui étaient nettement meilleurs que moi, dont le premier est Fabrice. Et au bout des échanges, on s'est dit, tiens, ce serait quand même intéressant de voir comment on peut créer des ponts
Donc, on en est vraiment au stade là des échanges entre nous avec Fabrice sur nos deux solutions qui sont pour l'heure indépendantes et que vous pouvez tester chacun de votre côté et ainsi de suite. Par contre, c'est vrai qu'il y a peut-être des enjeux à rapprocher les univers que l'on a, sachant que moi, je ne veux pas aller sur ce que Fabrice fait, Fabrice ne veut pas aller sur ce que je fais. Donc, ça serait quand même très dommage de pas réfléchir à plus grande échelle. Et donc, c'est l'objet du présent webinaire. Et donc, Fabrice, je te relaisse la parole et je te remercie. Ouais, on va présenter ça. C'est important, on insiste un peu sur ce point parce que vous savez, pour ceux qui me suivent, que j'organise beaucoup de webinaires. J'ai découvert tout ça il y a quelques années maintenant et j'aime bien partager des expériences. Alors, bien sûr qu'on mène chez Crop & Co, mais aussi faire intervenir des personnes. Là, on va vous faire aussi partager des réflexions qui sont en train de naître. Donc, on va pas vous présenter typiquement aujourd'hui un produit fini, un concept complètement ficelé en vous disant ça vous plaît pas. Non, non, on va simplement vous dire voilà ce qu'on fait, voilà ce que fait Ludovic. Tous les deux, on a commencé à bosser, on a commencé à faire bosser nos équipes et on sent bien qu'il y a un sujet. Et quand on en a parlé tous les deux, j'ai dit écoute Ludovic, tu sais ce qu'on va faire? On va poster cette proposition de webinaire. Il est clair qu'on va avoir des personnes qui vont venir s'inscrire, qui vont partager, qui vont nous poser des questions, qui vont réagir. Et du coup, donc vous allez participer. Et donc, merci de cette intelligence collective que vous allez nous mettre à disposition gratuitement. C'est ça qui est génial en plus. Il n'y a pas d'échange d'argent à ce stade-là entre nous. Alors, comment ça va se passer? Premier temps, on va, Ludovic et moi, et moi et Ludovic, puisque c'est dans ce temps-là qu'on va le faire, vous présenter un petit peu ce qu'on fait. C'est pour poser le cadre, et vous dire, en KVO, c'est quoi notre terrain de jeu? Et puis Ludovic fera la même chose avec Maya pour vous dire un peu, voilà d'où on part, voilà ce qu'on fait aujourd'hui, et ce qu'on va vous montrer, c'est opérationnel, que ce soit Ludovic ou nous, on a déjà des clients, on pourrait même dire qu'on commence à avoir beaucoup de clients, et merci, et notamment merci à eux qui nous écoutent, puisque j'en ai reconnu un certain nombre. Donc ça fonctionne. Et c'est de cette partie-là qu'ensuite, on a commencé un petit peu à imaginer, et on le fera avec vous, de se dire à quel moment cette intelligence, cette production de contenu, cette matière, notamment que va travailler Maya, comment on peut l'utiliser dans OKVO, et par rapport à votre flux de travail, comment tout ça va se distribuer. Voilà. Donc dans un premier temps, je vous présente ce que fait OKVO, vous avez un peu le cadre, on fera pas une démonstration aussi complète que ce qu'on pourrait faire si on était seul et avec un peu de temps, mais j'irai un tout petit peu sur la plateforme pour vous l'illustrer. On fait la même chose avec Ludovic et Maya, et à partir de là, on répond à vos questions et on essaie de voir concrètement comment on peut imaginer en effet une intégration entre ces deux solutions. Est-ce que ça fait du sens au niveau du métier? Est-ce qu'il y a des questions, des interrogations? Et n'hésitez pas, une fois encore, on réfléchit tous ensemble. Alors, ce que je vous propose, je vais vous partager, voilà, on s'est dit une quinzaine de minutes chacun. Je vais vous partager un petit peu une diapo pour vous situer un peu le champ fonctionnel de ce que fait OKVO. Allez, vous devez voir mon écran en grand. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment cette partie sur le flux du travail. Vous voyez ma diapo là, Ludovic, tu peux juste me le confirmer? Oui, c'est bon. Parce que là, pour tout vous dire, je vois plus que mon écran, je ne vous vois plus. Alors, comment ça se passe? Concrètement, au KVO, nous, on s'est intéressé à tout ce qui se passe avant que vous passiez une commande, avant que vous transformiez votre besoin et tout ce que vous avez fait autour de ce besoin en commande, en marché. Parce que tout ça, ça va avoir lieu dans l'outil financier. Et nous, c'est tout ce qui se passe avant. Et le cahier des charges que j'ai donné à l'équipe de développement il y a maintenant quelques années, c'est de dire c'est très simple. Je veux que chaque fois que l'acheteur a une activité sur son métier, il puisse le faire à un même endroit. Ce même endroit, ça va s'appeler OKVO et on va lui organiser la plateforme pour qu'il puisse traiter toutes ces problématiques autour du métier sur une seule et même plateforme. Voilà. On n'est pas très nombreux à avoir réfléchi comme ceci. Il y a d'autres acteurs, bien sûr, dans ce monde du système d'information achat, comme on l'appelle. Mais nous, l'enjeu, c'est vraiment de se dire OKVO, c'est une clé d'entrée non seulement pour les acheteurs, les juristes, mais aussi tous ceux avec qui vous travaillez, pour que de manière unique, à un endroit donné, on vienne disposer de l'information dont on a besoin. Ça veut dire qu'on va disposer de tout ce qui est besoin, et notamment une partie intéressante et importante pour vous
autour du recensement des besoins, c'est dans OKVO que ça peut avoir lieu. Hein. On a essayé de limiter ou voire de supprimer l'ensemble de ces fichiers Excel avec lesquels vous travaillez souvent. Deuxièmement, une fois que ces besoins ont été rassemblés, que vous avez pu faire la computation des seuils, puisque du coup c'est ce que fait le logiciel de manière automatisée, et que vous avez du coup préparé votre programmation, vous allez pouvoir gérer vos dossiers, hein, et là avec un certain nombre d'informations. On va revenir après sur les premières réflexions qu'on a avec Maya, mais dans OKVO, vous pouvez structurer l'ensemble des informations de vos dossiers pour pouvoir soit consulter directement à partir d'OKVO, puisqu'on a créé un portail fournisseur, soit préparer des éléments de consultation qui peuvent être ensuite envoyés vers des profils acheteurs. On est connecté avec un certain nombre de profils acheteurs, et donc du coup, on commence à gérer un flux de travail coordonné, encore une fois, depuis la plateforme OKVO. Bien évidemment, dans vos consultations, on va recevoir des offres qui vont être analysées, vous allez gérer l'information, et puis pour les contrats également, vous allez pouvoir piloter et gérer l'information, ce qui fait qu'à la fin de l'histoire, vous allez disposer avec OKVO d'un bon terrain d'observation de l'ensemble du suivi d'exécution, puisque du coup, une fois encore, on y a intégré l'ensemble de vos process et de vos activités autour du métier achat et marché. Ça, c'est le premier message. Nous, notre terrain de jeu, c'est celui-ci, et c'est ce que je vais vous montrer après. Bien évidemment, vous l'aurez compris, c'est que du coup, pour pouvoir opérer ce terrain de jeu, il y a un certain nombre de choses qui vont être produites dans OKVO. Hein, vous allez produire de la donnée, saisir de l'information, mais il y a beaucoup de données qui est également en dehors d'OKVO. Hein, et là aussi, ça va être un des enjeux de ce qu'on va voir avec Ludovic, c'est comment cette donnée qui peut être produite ailleurs, on va pouvoir l'intégrer. Donc nous, on a fait un premier travail d'intégration avec des fournisseurs de données. Hein, on va parler des gens que vous connaissez bien, Yattestation, Provigis, Information Légale, Ecovadis, tous ces gens-là sont aujourd'hui connectés avec OKVO. On s'est connecté avec des solutions de signature électronique, DocuSign, UniverSign, etc., etc. On s'est connecté, bien sûr, comme je vous le disais, avec des profils acheteurs. Hein, donc là, du coup, le sujet grandit tous les jours. Et puis, bien sûr, on va aller se connecter avec vos solutions financières. Hein. Donc là, du coup, on est sur des choses qui sont un petit peu moins standards que ce que je vous ai cité avant, parce que dans les solutions financières, autant de solutions, autant de manières de les paramétrer. Et donc, du coup, c'est l'usage de cette plateforme avec de la donnée générée à l'intérieur de la plateforme, de la donnée qui est produite à l'extérieur et qu'on va rapatrier sur la plateforme, et puis de la donnée que vous allez produire sur la plateforme et que vous allez envoyer ailleurs. Voilà. Fabrice, je te coupe, tu as juste deux questions. Quelle est la définition d'acheteur pour toi? C'est un juriste? C'est important dans le discours? Alors, c'est important dans le discours. Non, l'acheteur, c'est pas forcément un juriste. Pour moi, l'acheteur, c'est celui qui est vraiment en charge de traiter de la stratégie d'achat et des opérations d'achat. Et il travaille avec un juriste qui est, lui, en charge de mettre en musique, au niveau juridique, le besoin, la stratégie du besoin. Et donc, du coup, les acheteurs et les juristes travaillent ensemble. Alors, il y a toujours un débat sur est-ce que l'acheteur doit être juriste, est-ce que le juriste doit être acheteur. Bien évidemment que l'acheteur doit avoir les fondamentaux juridiques qui lui permettent de fonctionner, mais c'est pas lui le juriste. Et puis le juriste, bien évidemment qu'il doit avoir cette culture achat, mais il n'est pas acheteur. Voilà. Et alors après, on peut débattre de ça. Avec quel profil acheteur tu es interopérable? Bonne question. Aujourd'hui, on est interopérable avec achatpublic.com. C'est les premiers qui nous ont fait confiance, avec qui on a travaillé. Et puis, on a un accord de partenariat qui est maintenant opérable et opérant avec AWS. Voilà. Hein, et pour les autres, du coup, on discute ensemble et je vous donnerai des infos s'il y a des questions. Hein. Donc là, l'idée, c'est que nous, on est prêts, on a la technologie, on a le savoir-faire. Puis après, c'est le client qui vient nous dire, nous, on travaille avec tel profil. Est-ce qu'on peut se connecter? Parce qu'en effet, vous allez vite le voir, c'est absolument essentiel que vous demandiez à vos différents éditeurs de pouvoir être interopérables. On va arrêter ce partage. Et puis maintenant, je vais vous montrer, on va poursuivre avec un petit tour rapide concernant la plateforme. Hein, l'idée, c'est pas faut encore de vous faire une démo, on n'aura pas le temps. Mais par contre, je crois que c'est important qu'on en profite ensemble d'aller vous montrer du coup cette plateforme, comment on vient la mettre en œuvre. Voilà, vous devez
toujours voir mon écran. Donc là, on va se connecter à OKVO. Hein, on est sur l'environnement, sur une plateforme de démonstration, mais c'est l'exact reflet de ce que vous auriez si vous étiez connecté à OKVO. Donc, du coup, sur la plateforme, vous allez retrouver, vous voyez, dans la partie gauche ici, l'ensemble des points. Et j'allais dire, si on fait le lien avec mon PowerPoint, on va dire c'est l'ensemble de vos activités. Hein, typiquement, on est capable de pouvoir générer une demande de besoin, vous voyez, pour vos utilisateurs qui vont pouvoir décrire de manière simple et plus ou moins complète, suivant la réalité de ce qui se passe. Quelquefois, vous avez des expressions de besoin très précises, des fois un petit peu moins. Donc, vous allez pouvoir les décrire, vous allez pouvoir les estimer financièrement, et puis enfin donner des éléments de calendrier. Avec ceci, l'acheteur va pouvoir récupérer ces informations, va pouvoir les travailler, on va pouvoir aller regarder un petit peu les éléments de computation, on va pouvoir y mettre des informations, bien sûr, sur tout ce qui est RSE, achat responsable. Il faut savoir qu'OKVO va vous permettre de suivre, de décrire, de suivre votre spazer. On a certains clients, dont certains qui ont gagné des trophées, qui nous écoutent, qui utilisent OKVO pour piloter et suivre la mise en place de leur spazer. Et puis, bien évidemment, ces besoins, ils vont devenir ce qu'on appelle des dossiers d'achat quand la phase de programmation aura eu lieu. Donc, l'ensemble de ces dossiers, vous allez très rapidement pouvoir les suivre en termes de planning, bien évidemment. Vous allez pouvoir aussi avoir des éléments plus fins sur les éléments de planning que vous allez pouvoir piloter très simplement. Et il faut savoir que ces informations, une fois encore, sont partagées avec les personnes qui auront accès à la solution. Et nous, en tous les cas, parmi les bonnes pratiques de nos clients, c'est d'ouvrir très largement l'accès de la plateforme à l'ensemble des acteurs qui sont concernés. Ce qui fait que tout d'un coup, vous créez un dossier partagé avec eux. Voilà, donc sur le dossier, vous allez retrouver un certain nombre d'informations. Une fois encore, on va aller assez vite, mais notamment ce qui est important en termes de processus, parce que ça va faire le lien avec ce que va nous montrer Ludovic. Vous allez retrouver ici, vous voyez, l'ensemble du processus achat que vous utilisez depuis la phase de programmation. Est-ce que vous allez faire du sourcing? Est-ce que vous allez lancer une demande d'information? Est-ce que vous allez définir une stratégie? Et puis, est-ce que vous allez ensuite passer à la consultation? Donc, nous, l'enjeu à cet endroit-là, c'est notamment, bien sûr, de vous permettre de stocker et de produire de la donnée, mais demain, et quand je dis demain, vraiment demain très très proche, ça va être de se dire, tiens, typiquement sur des éléments de sourcing qui peuvent être générés depuis OKVO, puisqu'on a un open data, mais qui pourraient être produits ailleurs, et je crois que Ludovic va vous montrer comment faire également du sourcing avec Maya, comment cette information qui pourrait être produite ailleurs, on va la connecter pour que ça soit transparent pour vous et que depuis la plateforme où vous avez le processus, vous puissiez accéder à de la production de données qui est faite ailleurs. Voilà, donc vous allez retrouver des informations sur les dossiers. On va ensuite avoir bien sûr un module autour du pilotage et de la gestion des contrats. C'est important pour pouvoir là aussi partager l'ensemble de données et capitaliser sur toute l'information disponible sur vos marchés, que ce soit en termes d'alerte, d'avenant, de renouvellement, etc. Une base fournisseur. Et là, du coup, nous, l'enjeu, c'est de mettre tout ce qui concerne la vie d'un fournisseur sur une seule page. Je tape le nom de ce fournisseur qui s'appelle 13 TP Service que je ne connais pas, et parce que du coup j'ai de la donnée que j'ai pu récupérer sur de l'open data, j'ai pu me connecter à mes fournisseurs de données, eh bien j'ai le taux de dépendance, le score de solvabilité, j'ai un état de l'art sur la validation de ces certificats. Ce fournisseur n'a pas été évalué, mais on pourrait imaginer créer rapidement une première évaluation de ce fournisseur ou la partager si elle existe. Et donc, du coup, on a une richesse sur l'activité de ce fournisseur. Vous voyez ici, dans mon exemple, on n'a pas de dossier en cours. Bon, j'ai pas cliqué sur le bon, mais si on en avait, on les verrait ici. On verrait ici, on a des contrats et on verrait également si des commandes ont été passées chez ce fournisseur. Donc, vous voyez que quand on parle de SRM pour les acheteurs, là, on est vraiment sur un cas d'usage typique où en effet vous avez la capacité sur un seul écran de disposer de toute la matière disponible sur un fournisseur, y compris ses contacts. Et puis enfin, avant de laisser la parole à Ludovic, je vais juste vous éclairer. Hop, alors pardon, je voulais juste un petit peu baisser.
dézoomer un peu mon écran. Ouais. Voilà. Une question sur les fournisseurs, savoir s'il s'agissait de la base Sirène que tu utilisais. Ouais, alors on utilise en effet bon tout ce qui est au niveau de l'open data, on est sur INSEE, Bodac, Infogreffe, les données essentielles de marché maintenant. On va ramener également de tout ce qui touche à l'ADEME aussi, qui publie beaucoup d'informations sur les fournisseurs. Donc tout ça, en effet, vous allez pouvoir disposer sur la plateforme. Et puis d'autres choses que tu vas nous montrer juste après. Allez, dernier mot avant de te laisser la parole pour ne pas trop empiéter. Le pilotage, ça c'est important, hein, vous le savez pour vous qui nous écoutez, souvent c'est un petit peu notre point de faiblesse dans les organisations, on a toujours du mal à communiquer rapidement de la donnée. Bien, là aussi l'intérêt de Coveo, c'est que si vous jamais vous utilisez cette plateforme qui, comme vous l'avez compris, va vous permettre de stocker et de ramener de l'information, ben, nous on vous a créé et vous créez vous-même d'ailleurs une base d'indicateurs standards, hein, il y en a plus de 120 qui sont créés sur la plateforme. Et à partir de ces indicateurs standards, ben, vous allez pouvoir aller chercher, vous voyez, typiquement des données qui vont être, on va dire, sur étagère pour pouvoir typiquement venir ben, ensuite utiliser ces données et les agréger dans des rapports que vous constituez vous-même. Donc, si typiquement, en tant qu'acheteur, je veux avoir une information à l'instant T des besoins qui sont exprimés, des dossiers, de m'aider les moyens de dossier, les dossiers par direction ou les dossiers de l'équipe achat, j'ai ces informations en standard. Et puis si jamais je veux créer un indicateur sur mon spazer avec d'autres types d'informations, ici bien évidemment on a pris des exemples, mais vous pouvez les générer vous-même, ben vous disposerez instantanément et vous pourrez partager ce type d'informations avec les personnes de votre organisation. Donc du coup, tout l'enjeu pour nous sur cette notion de pilotage, c'est pas tant d'avoir une plateforme pour vous stocker de la data, bien sûr que c'est le début de l'histoire, cette data on peut la partager, mais surtout c'est qu'on vous donne les moyens d'avoir rapidement des informations. Et si votre directeur général, vous voulez communiquer avec lui sur le nombre de fournisseurs stratégiques, sur les enjeux en termes de gains, eh bien vous allez construire le rapport et l'histoire est terminée. Vous n'avez plus à envoyer les rapports, vous n'avez plus à les constituer une demi-journée par mois quand vous le faites. Là, on est en live avec de la donnée dynamique et donc du coup, c'est ce qui rend aussi l'utilisation de ces solutions très, on va dire, très pratique. Voilà. Je suis allé un petit peu vite, mais c'est normal parce qu'on a beaucoup de choses à partager. Je voulais juste vous éclairer ce que fait Coveo pour qu'on puisse, en effet, faire le lien avec maintenant la parole que je vais laisser à Ludovic et voir comment ensemble, parce que ce que j'ai fait là, c'est exactement ce que j'ai fait avec Ludovic quand on a échangé il y a quelques mois pour dire, voilà ce que fait Coveo. Il m'a dit, ok, super. Maintenant, je vais te dire ce que fait Maya et puis ensuite, on va le partager avec vous. Ludovic, c'est à toi, je regarde juste s'il y a une question rapide. Ouais, la programmation achat, est-ce que tu veux? Oui, programmation achat, oui. Non, on n'est pas interfacé avec Approche pour l'instant, pour des raisons que je pourrais évoquer avec vous. Dans tous les cas, oui, on fait de la programmation. Sirène, on en a parlé. Les profils acheteurs, on en a parlé. Super. Allez, à toi, Ludovic. Ouais, alors moi, je vais vous présenter, alors ça va être la première fois, une vidéo, parce que d'habitude, je présente directement l'outil, mais là, pour maîtriser du temps. Alors, si ça marche pas, je repasse sur l'outil. D'habitude, on fait l'inverse. Donc, je vais partager mon écran. Allez, super. Et on va voir si ça marche. Et sinon, je passe sur Maya directement. Alors, est-ce que vous voyez mon écran? Hop. Ouais. Et si je me mets en plein écran, pareil, vous le voyez? Oui, c'est bon, ça passe bien. Donc, je passe la presse. Les clients, faut savoir que Maya a 1 an. Alors, en 1 an, on a déjà 50 administrations qui utilisent Maya. Et qui renouvellent aussi leurs abonnements. Donc ça, c'est intéressant. Mais ça, c'est pour la partie commerciale. Je vous présente l'interface de Maya. Alors, c'est Maya V3. Donc, en 1 an, déjà 3 versions avec chaque fois énormément de nouveautés intégrées liées à l'IA. Maya, vous avez 4 modules, légal, sourcing, marché, attribution. Je vais vous présenter quelques fonctionnalités de légal, de sourcing et de marché en vidéo. Comme ça, vous voyez vraiment comment ça fonctionne. Et le module le plus simple à comprendre est le module légal. Légal, vous tombez sur cette interface et en fait, vous posez une question. Maya vous répond. Vous pouvez poser des questions sur le droit de la commande publique, sur les CCAG, sur la jurisprudence, lui demander d'écrire n'importe quelle clause contractuelle. Maya vous répond. Donc, c'est une IA qu'on a surentraînée sur le droit de la commande publique. Maya connaît tout le site code commande publique par cœur, toute la jurisprudence administrative, les interprétations de la DAG. Et on l'a entraîné sur 1 million de clauses contractuelles qu'on a, bien sûr,
sélectionné, on n'a pas mis toute la base pour des raisons de pertinence. Et donc, comment ça fonctionne? Maya, donc, facile. But du jeu, vous posez une question. Est-il possible de limiter le nombre de pages maximum d'un mémoire technique, par exemple? Vous pouvez poser des questions en langage naturel, des questions sur des problématiques complexes que vous rencontrez dans l'exécution de vos marchés ou au stade de la soumission. Et Maya va vous interpréter l'intégralité de ses connaissances pour vous répondre également en langage naturel avec les jurisprudences associées à jour et les liens vers le site Code Commande Publique pour aller plus loin. Vous pouvez poser des questions sur la jurisprudence, que prévoit la jurisprudence sur la rectification d'office de l'offre par acheteur, par exemple. Et Maya va vous raconter sa vie. Donc, il faut percevoir Maya comme un super assistant juridique personnel. Et donc, vous allez avoir la totalité de ce que Maya interprète de votre question. Vous pouvez rebondir sur les questions pour lui demander de préciser selon telle ou telle orientation, de reformuler. Voilà, vous interagissez comme si vous étiez avec un collègue. Donc, je laisse dérouler la vidéo. On a intégré un bouton stop dans Maya parce que parfois Maya est bavard. Là, je ne peux pas le faire en vidéo, mais ça permet d'arrêter de générer les scripts. Et bien sûr, après, vous avez les liens vers Légifrance sur les décisions qui sont citées. Sur les clauses contractuelles, donc comme je vous ai dit, on a entraîné sur plus d'1 million de clauses. Donc Maya peut répondre à des clauses administratives, techniques, peu importe, sur n'importe quel type de marché. Et si on lui demande d'écrire une clause de réversibilité, Maya va vous l'écrire. Après, bien sûr, cette clause-là, on peut la glisser dans l'espace de rédaction de Maya qui est accessible via le menu de droite que vous ne voyez pas. Et on peut contextualiser. On aurait très bien pu lui demander d'écrire une clause de réversibilité pour un marché je sais pas, d'appli SaaS ou autre, ou des clauses sociales pour un marché de nettoyage des locaux. Maya vous contextualise systématiquement les choses et est en lien avec le CCAGT, comme je ne sais pas si vous avez pu le voir. Mais du coup, le lien. Oui. Ouais, une question d'Arnaud, là, pendant que tu présentes, peut-être mettre, voilà, qui nous dit, pourriez-vous préciser quelle IA est derrière? Est-ce qu'une connexion avec ChatGPT, par exemple? Alors, l'IA qui est derrière, en fait, nous, on a plusieurs modules qui tournent sur Maya. On a sur l'IA générative, bien évidemment, on n'a pas créé notre propre IA générative, on a créé tous les modèles d'embedding, les bases de données, les façons d'interroger. Et donc, embedding, en fait, c'est la façon qu'a l'IA de recevoir les informations, et les modèles actuels étaient insuffisants, on a créé les nôtres. Et du coup, il y a GPT-4 qui tourne derrière, mais en version entreprise et hébergé sur Azure, ce qui nous permet d'être en France. Et de ne pas avoir, surtout c'est ça qui est important, de problèmes de conflit d'intérêt, enfin pas de conflit d'intérêt, mais de fuite d'informations. L'IA n'utilise pas les informations que vous lui transmettez. Les données sont cryptées de bout en bout, et y compris au repos. Donc en fait, on est sur une IA sécurisée. En fait, ce n'est pas la version publique de ChatGPT. Derrière, on utilise tout le protocole Azure, qui est utilisé d'ailleurs pour l'hébergement des données de santé pour information. Allez, ok. Une question que pose Thomas. Est-ce que c'est adapté au marché privé, donc non soumis au code? Et avant que tu répondes, j'ai oublié de le dire en voulant aller tellement vite que au KVO également, bien sûr, un certain nombre de clients privés. Hein, donc du coup, forcément, là, vous l'avez compris, puisqu'on parle de marché, on a un peu avec Ludovic orienté notre présentation autour de l'environnement public. Mais en tous les cas, pour ce qui est de KVO, on peut clairement mettre en place, et on a quelques grands comptes privés qui utilisent la solution qui est vraiment voilà, adaptée également à l'univers des achats privés. Alors, pour répondre sur la question des marchés privés, vous aurez compris que Maya et l'interface telle que l'outil est conçu est adaptée au marché public. En revanche, on peut sans problème paramétrer Maya pour des marchés privés, puisqu'on peut lui injecter les sources Légifrance, type code civil et ainsi de suite, et la jurisprudence associée, plus des bases entreprises. Parce que nous, on a fait en fait le test sur nos propres bases de données, mais on peut plugger à Maya n'importe quelle base de données pour l'interroger en langage naturel. La seule différence, c'est que là, moi, ce que je vous présente, c'est sans paramétrage, c'est login, mot de passe, ça marche. Si on doit l'adapter à du privé ou à vos bases de données, forcément, il va y avoir du paramétrage, puisque nativement, l'application gère ça.
Ça marche. Allez, deux petites questions, je les prends vite, hein. C'est important, Ludovic, comme ça, et après tu redémarres. Audrey nous pose la question de savoir est-ce que ce qu'on présente, c'est pour tous les types de CCAG. Oui. Voilà, l'outil est-il adapté? Est-ce que où il y a des restrictions? Est-ce que Non, c'est pour tout type de CCAG. Ah, ok, ça marche. Je te laisse avancer. Ouais. Donc, Maya rédaction, enfin légal, vous avez compris le cas d'usage, question-réponse, facile et ultra pertinent surtout. Maya Sourcing, le cas d'usage et l'IA qui est derrière, mais, ne sont pas les mêmes. Sourcing, le but du jeu, c'est de réaliser votre sourcing en 3 secondes sur la base d'une interrogation en langage naturel et d'avoir tous les éléments pour bâtir votre stratégie d'achat. Donc, vous pouvez poser vos questions à Maya. Alors, hop, si je fais entrer, normalement, ça devrait marcher. Sur une question sur, je ne sais pas, réalise-moi un sourcing sur un marché nettoyage et locaux dans le Grand Est, par exemple, qui est là le prompt qui est déjà programmé. Maya va analyser tous les marchés publiés en France depuis 2015, les principales administrations acheteuses, et tout de suite vous sort le top fournisseur. Donc, ça a mis 3 secondes. Vous avez toutes les données qui sont en data visualisation, c'est-à-dire que si vous voulez le marché de la défense, vous cliquez et toute la base était actualisée avec la plateforme Achat Finance et les fournisseurs de la défense. Vous n'avez pas à naviguer dans 20 milliards de menus, c'est vous cliquez sur les graphiques, ça vous actualise toutes les données en arrière-plan, vous avez les informations sur les offres reçues, les délais de procédure, la saisonnalité des achats, c'est important puisque c'est quand est-ce qu'il va y avoir des renouvellements, l'allotissement, la durée des marchés, et en arrière-plan, vous avez toute la source de la donnée, c'est-à-dire que vous avez tous les marchés, les montants, les lots et les DCE qui tournent, et vous pouvez remonter aux avis de pub et aux avis d'attribution. Au-delà de la vision graphique, là, si je veux pas un top, mais toutes les entreprises associées, je l'ai là. Et quand je clique sur une entreprise, même système, les marchés, c'est principales références en nombre de marchés ou en montant, les co-traitants avec qui elle travaille, sa répartition géographique et la liste là des marchés, des 624 marchés trouvés par Maya, où je peux remonter à nouveau aux avis d'attribution, aux avis de pub, à l'allotissement. Quand je clique sur rechercher plus d'informations, je tombe sur le site de la boîte, sur Google et ainsi de suite. Là, c'est juste une illustration de Maya Sourcing. Vous avez accès au portefeuille achat des administrations, vous avez accès à la recherche entreprise, vous avez accès à pas mal de choses. Mais le but du jeu, en fait, de Maya, nous, on a créé, en fait, l'open data pour nous était insuffisant. Et on a créé notre propre base de données. En gros, sur l'open data, vous avez quelques milliers de marchés qui sont exploitables. On va dire qu'en affichage, c'est 800 000, mais si on les retraite, on va plus descendre sur 400 000 ou 500 000 marchés. Sur Maya, vous avez 3 millions plus l'open data. En fait, on a créé notre propre base pour arriver au résultat. Et on a réussi à lier les informations pour remonter aux avis de pub initiaux. Ce sont des informations intéressantes pour les acheteurs pour comprendre comment les marchés ont été lancés, quels lots ont été utilisés, quels critères ont été mobilisés. Donc ça, c'est le cas d'usage sourcing. Et encore une fois, vous voyez que c'est hyper simple d'utilisation. Question, réponse. Question, ouais. Existe-t-il une application pour le smartphone? Non, pas. Enfin, ça tourne sur smartphone, mais c'est moins intuitif. C'est pas forcément dans notre priorité. On va sortir une prochaine application. Je vous invite à suivre l'actualité puisque d'ici 2-3 semaines, il va y avoir une grosse révolution pour les collectivités territoriales et là, ce sera compatible au smartphone. Ok, pour ce qui est de KVO, j'en profite, même si la question ne nous était pas destinée. C'est la même réponse du coup. Nous aussi, on est responsive au niveau du site, mais aujourd'hui, on n'a pas développé une version de KVO dédiée à l'univers smartphone. Question d'Arnaud, y a-t-il une version souveraine prévue dans la roadmap, créer une dépendance d'un service public vers OpenAI et Microsoft? Oui. Non plus dans l'air du temps, nous dit-il. Alors, c'est pas dans l'air du temps. Faut juste savoir que le régime de la dépendance, vous pouvez juste vérifier ce qui se fait dans les données de santé, on peut en rediscuter. Sur les versions souveraines, déjà, on a maîtrisé l'hébergement, qui est la première étape, c'est-à-dire que Maya est 100% hébergé en France. Donc ça, c'est la grosse étape de franchie. Après, souveraine, ça dépend des datas, quand c'est juste des questions que vous posez. Je ne pense pas que ce soit des données ultra critiques, mais malgré tout, elles ne sont pas utilisées par l'IA. Donc ça, c'est la première étape. Et tout ce qui est contractuel, en revanche, c'est 100% hébergé chez nous et souverain. On est en train d'étudier d'autres modèles alternatifs d'IA qui tournent à l'heure actuelle chez nous. Il faut savoir que les IA dites françaises, en réalité, ne le sont pas vraiment. Non plus, puisque les actionnaires, au final, demeurent américains. Donc, c'est juste le constat d'un retard colossal de la France sur l'intelligence artificielle. Et nous, on essaie de faire en sorte que tous les ponts, en fait, soient maîtrisés au plus
au plus proche possible du territoire. Donc, toutes les données contractuelles et tout ce que je vous ai montré sur sourcing tourne sur des bases souveraines. Tout ce que je vous montre là sur le marché, que vous allez voir, tourne sur des bases souveraines, c'est-à-dire que c'est nos propres IA qu'on a développées. Et dès lors qu'on est sur du génératif, on est sur des données cryptées hébergées en France. Donc, je ne peux pas aller plus loin en l'état de l'art sur ces sujets-là, mais on fait partie des premiers en fait à aller aussi loin dans les IA génératives. Et c'est une dernière chose, après on peut 100% héberger chez vous, mais là pour les gros comptes, l'intégralité de Maya. C'est-à-dire qu'au-delà de l'hébergement chez OVH ou chez Azure, on peut être sur vos serveurs, et y compris en SecNum. Donc voilà, on peut du coup dérouler la pelote jusqu'au bout. Ok. Ok. Allez, je te laisse poursuivre. Maya Marché, je vais juste vous montrer deux cas d'usage, quelques cas d'usage. Vous avez votre espace de rédaction qui est ici, que vous allez voir un peu tourner. Et là, le GPT, en réalité, c'est pas vraiment un GPT, puisque c'est plus le nôtre, va vous permettre de rechercher n'importe quel DCE, n'importe quelle clause contractuelle, et ainsi de suite. Donc, si je vous montre comment ça tourne, hop, Maya Marché. Alors, première étape, je vous montre un exemple d'import de documents. Vous pouvez importer n'importe quel CCTP, CCAP dans Maya. Nous, on est parti du principe que pour rédiger un contrat, on partait d'une trame. C'était plus simple que de répondre à 12 000 questions avant d'arriver à une trame qu'on allait reprendre. Et Maya, sur les PDF, par exemple, va analyser le document, le rendre exploitable. Vous pouvez désormais bouger vos articles comme un PowerPoint, alors que c'est un PDF que j'ai glissé, et va analyser la totalité des termes juridiques qu'il contient, ce que vous allez voir sur notre vidéo. Donc là, mon document PDF, je peux intégralement le modifier. Legal Detection, en fait, sur tous les documents que vous glissez dans Maya, vous avez plein de termes qui sont violés, et là, c'est le régime juridique qui vient à vous. Vous avez le régime de l'accord cadre et le lien vers le site Code Commande Public avec toutes les sources, les commentaires, les jurisprudences. Là, c'est le droit qui vient à vous. C'est-à-dire que c'est Maya qui analyse tous les termes de votre contrat et qui vous dit, attention, il y a un régime à connaître. Et vous pouvez bien sûr, après, raisonner par benchmark, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez vos CCAP, CCTP, vous pouvez demander à Maya d'afficher, par exemple, des marchés d'AMOA. Et là, Maya va rechercher dans sa base de connaissances et vous sortir la liste des marchés qui correspond à votre requête. Quand vous cliquez, vous avez accès aux informations d'attribution, à l'allotissement, à toutes les pièces de marché. Et c'est là que va rentrer en ligne la rédaction modulaire. C'est-à-dire que par pièce, vous pouvez les prévisualiser, les télécharger ou les transformer en format Maya. Et donc là, c'est votre document que vous avez analysé. Et comment ça va marcher? Vous pouvez glisser le contenu de tous les documents dans le document que vous êtes en train de rédiger. Donc là, c'est une autre techno qu'on a développée qui est propriétaire, qui est la rédaction modulaire contractuelle. Et ça va fonctionner tant sur les bases de benchmark de Maya que ce que vous voyez, la bibliothèque, où là, vous avez vos documents. Si vous les glissez, ils sont transformés en format Maya et vous pouvez les glisser, les déposer dans votre contrat de façon relativement simple. Et vous pouvez éditer votre clause contractuelle de façon rapide, juste en intégrant les clauses dans Maya. Et à nouveau, via votre clause contractuelle, vous pouvez glisser, déposer les clauses. Et ça marche d'ailleurs à l'envers. Pour créer votre clause contractuelle, vous pouvez glisser de votre espace de rédaction vers votre clause. Comme ça, les choses sont enregistrées. Donc, c'est juste un focus sur une façon de rédiger, qui est du coup l'IA modulaire, la rédaction modulaire. Et quelques fonctionnalités après, il faut que je vous fasse une démo, parce que la démo de Maya, ça prend 1 heure, pour voir un peu toutes les autres fonctionnalités qu'il y a derrière l'IA. Ce qui nous a intéressé, en fait, c'était d'accélérer considérablement tout ce que vous faites à l'heure actuelle, le temps que vous perdez en recherche. D'ailleurs, quand on regarde les questions les plus posées sur les forums, c'est quelqu'un a-t-il un modèle de marché sûr? Il n'y a plus de sujet, vous aurez tout dans Maya. Si vous avez l'habitude de rédiger vos documents et de faire des copier-coller de PDF vers Word, vous aurez compris votre douleur. Dans Maya, c'est plus un sujet. Et à la fin, bien sûr, ce qu'on ne voit pas, le document, on l'exporte en format Word. Donc, on retombe à nouveau sur des fondamentaux, des habitudes, des outils qu'on a l'habitude d'utiliser, pardon. Et tout ça de façon simple, avec une interface qui ne nécessite pas de formation particulière. La formation à Maya, c'est 1 heure. Donc, tout est facile. Bon, super. Écoute, il y a sûrement plein de choses qu'on pourrait encore dire et montrer. Une fois encore, l'enjeu là de la présentation et de l'échange qu'on veut avoir avec vous,
c'est bien de venir croiser la manière dont vous travaillez avec ce que peut apporter aujourd'hui de manière concrète. Tout ce que tu nous montres, c'est en live. C'est pas de la R&D qu'on vous montre là. Ça marche. Et donc du coup, c'est toute la réflexion de se dire maintenant, par rapport au métier, comment on va venir interagir. On voit tout de suite les questions qui peuvent se poser par rapport à la manière. Une question de Sophie, est-il possible d'intégrer des modèles propres aux établissements? Oui, en fait, c'est ce que vous aviez vu dans la bibliothèque. Vous pouvez glisser l'intégralité de vos modèles, de vos marchés ou de votre clause contractuelle, une DHA qui dit à tous ces opérationnels, voilà, il y a toutes les clauses là qui sont utilisées, ou alors que les clauses pour la DSI, et ainsi de suite. Donc, il est possible de tout intégrer. La seule chose, c'est qu'on va transformer ça en format Maya de façon à vous permettre rapidement le glisser-déposer de vos clauses dans la rédaction. Allez, est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qu'on vous a montré pour initier un peu la partie échange? Pour tout vous dire, les zones sur lesquelles on a commencé à pointer des intérêts, j'allais dire, on démarre sur le processus et sur la dimension sourcing, par exemple. C'est vrai que à l'intérieur de Caveo, on a déjà nous-mêmes intégré ce module sourcing qui vous permet de disposer de la data libre, cette fameuse open data. On est en train de voir comment, de manière transversale également par rapport aux fournisseurs, on peut vous amener un peu plus de richesse. Bon, clairement, Ludovic attaque la donnée de manière encore plus globale. Donc là, l'idée, c'est de se dire, au moment où je vais être dans Caveo, je vais commencer à préparer les éléments de mon dossier, comment j'accède au sourcing, et on pourrait très bien imaginer depuis la plateforme aller chercher les fonctionnalités de sourcing que tu nous as montrées pour pouvoir, une fois les travaux de recherche faits, ramener ça dans Caveo et pouvoir ensuite décrire la stratégie d'achat, par exemple, si on est sur cette phase du processus. Tu confirmes ce type d'usage, par exemple, qu'on pourrait très bien imaginer? Oui, c'est ça, parce que le but du jeu, encore une fois, c'est d'utiliser la donnée à bon escient. Et nous, on a une façon de l'utiliser, une façon de la formater, des cas d'usage qui sont les nôtres. Et après, ces données, on les a. Donc, effectivement, derrière, d'envisager des ponts avec Caveo, notamment pour formaliser cette stratégie d'achat. Nous, on ne le fait pas du tout, ça. On donne les éléments pour le faire, mais après, on n'a pas développé des outils, on ne le fera pas pour formaliser sa strat achat, ou alors intégrer ça dans des mécanismes de computation de seuil. Ça, on n'intègre pas. Donc, il y a des usages comme ça. À l'inverse, il peut y avoir des usages où on intègre toutes les données de vos marchés pour avoir une vision en data visualisation de votre portefeuille, comme vous l'avez vu, de façon facile avec vos graphes interactifs. Tout ça, là, c'est plus de Caveo vers Maya qu'il faudrait bâtir le pont. Donc, il y a vraiment des cas d'usage qui sont intéressants. Et encore une fois, le but du jeu, c'est de voir si ça répond à vos besoins, parce que soit vous utilisez deux solutions séparément, donc ça, il n'y a aucun problème là-dessus, soit vous voulez avoir une vision un peu plus unifiée de la chose. Dans ce cas, on rentre en mode projet un peu plus. L'opportunité qu'il y a, c'est vrai que nous, on collabore avec très peu, voire quasiment personne, sur des solutions tierces, parce qu'on a pris les choses à l'envers pour développer les choses. Mais par contre, Fabrice avait sa vision qui est, à mon avis, l'une des rares qui est compatible avec la façon que nous, on a eu de traiter la data et de développer des fonctionnalités. L'IA, en gros, apporte énormément de potentiel à tout niveau, sur toute application. Et quand on pense maintenant IA, dès qu'on a de la donnée, on arrive à de nouveaux cas d'usage. On peut moderniser des outils en place, on peut développer des choses alternatives. Et dans tous les cas, le but du jeu, c'est de gagner du temps. En gros, une IA, vous avez pas mal d'IA, génératives, le big data et ainsi de suite, va faire en un quart de millième de seconde ce que vous feriez en une année. Donc, derrière, une fois qu'on a toutes ces données, c'est qu'est-ce que je vais en faire aussi rapidement. Et typiquement, sur la modélisation d'un portefeuille achat, c'est assez intéressant. C'est assez intéressant de voir toutes les données qui s'actualisent en live et puis d'autres cas d'usage en exécution. Il y a pas mal de choses. Nous, on a une grosse roadmap sur la suite. Maya, on en a la V3 et là, on est en train de finir de travailler sur la V4 qui permettra le contrôle de l'égalité des actes, qui permettra de questionner les documents, qui permettra de faciliter l'analyse des offres des entreprises, mais je vais pas tout dévoiler.
Et maintenant, on pense à la V5, où on serait peut-être plus en adéquation avec OKVO pour voir les Ouais. différents. Alors, ce qu'il y a d'intéressant aussi pour faire le pont avec ce que tu dis, c'est que nous, dès la conception de la solution, très vite, pour tout vous dire, on est parti sur un modèle qui est assez différent enfin, du modèle des grandes suites achats hein, que vous connaissez et qui ont fait un boulot extraordinaire pour amener la techno aux acheteurs il y a une dizaine d'années, hein, les grands acteurs assez connus. Nous, très vite, on a compris, alors aussi parce que c'était en lien non seulement avec nos convictions sur le métier, mais aussi la vision qu'on avait de travailler sur ce logiciel qui, une fois encore, a été largement inspiré des échanges qu'on a eus avec nos clients. On a très vite compris qu'on allait devoir travailler cette interopérabilité très très tôt, hein, puisque nous on souhaitait pas passer des commandes dans KVO, on souhaitait pas venir gérer toutes ces problématiques de gestion de risque, de conformité, de notation financière, parce qu'il y a des acteurs qui le font très bien. Donc nous, tout l'enjeu à chaque fois, ça a été de se concentrer sur le processus, parce que là pour le coup, premièrement, on s'est dit et quoi que vous en disiez, c'est le même chez tout le monde. Hein, on a toujours un besoin, un marché fournisseur, des procédures à mettre en œuvre. Alors on fait plus ou moins de sourcing, plus ou moins de stratégie, mais tout ça, ça s'opère à peu près de la même manière. Donc c'était plus simple pour nous de travailler sur le flux du process, d'autant plus qu'une fois encore, on a trouvé peu de solutions qui l'avaient abordé sous cet angle-là. Et maintenant, tout l'enjeu, et là du coup, l'échange avec les équipes de Maya et Ludovic en est une super illustration, c'est comment maintenant on va venir au bon endroit avec les bons acteurs, créer ces liens pour que vous, en termes de process de travail, vous n'ayez pas en permanence à passer d'une solution à l'autre, à faire un copier-coller malheureux, voire dans le pire des cas, à ressaisir de l'information. Voilà, si ce que fait Ludovic est la bonne qualité, la bonne production de contenu dont vous avez besoin à utiliser dans KVO, il est clair que nous, notre boulot, c'est que ça soit fluide pour vous et réciproquement. Donc, du coup, tout l'enjeu là de ce qu'on fait maintenant avec les éditeurs, les partenaires, dont certains sont des concurrents, hein, on pourrait être vu comme des concurrents, c'est quand même de se dire comment on travaille ensemble pour que du coup, à la fin de l'histoire, le client que vous êtes, l'utilisateur, lui, ça soit facile pour lui. Là où, à certains endroits, reconnaissez-le, c'est encore un peu compliqué. Voilà. Et là, nous, on essaie de fluidifier. Et la techno, elle nous accélère tout ça. Et après, juste une précision peut-être par rapport à ce que je dis. En fait, les solutions, Maya va s'adresser tant aux petits comptes, parce qu'il n'y a pas de paramétrage, ou alors aux très gros comptes. Et donc, si je poursuis le débat sur la souveraineté, en fait, sur les très gros comptes, on peut 100% héberger sur vos serveurs la solution. Et il n'y a plus de dépendance avec OpenAI ou Microsoft ou quoi que ce soit. Voilà. C'est un coût qui est très élevé. C'est pour ça que là, c'est pas possible de déployer ça pour... Mais si c'est un très grand compte, ils ont très beaucoup d'argent, donc c'est pas grave. Voilà. Mais en tout cas, techniquement, c'est possible. Donc c'est ça. C'est possible. En tout cas, il serait possible de se passer de juriste. Alors, à chaque fois qu'on objecte dans oui. Le but du jeu, bien sûr que non. Ça reste une intelligence artificielle, donc une intelligence artificielle n'est pas capable d'avoir des jugements de valeur. Et à mon sens, un juriste aura la pondération qu'une IA n'aura pas. Par contre, l'IA va augmenter son travail. C'est-à-dire que pour répondre à une question, ça va être immédiat. C'est vraiment l'assistant qui va dire tout le régime juridique applicable. Et après, c'est au juriste d'intérioriser tout ça pour répondre à son interlocuteur compte tenu de ses sensibilités, ses niveaux de connaissance, et ainsi de suite. Donc non, ça ne doit pas remplacer un juriste. Par contre, le juriste va gagner énormément de temps dans son travail. Ça, c'est une évidence. Alors, parce qu'on a la même question pour les acheteurs, j'allais dire quand même, la donne, elle change. Elle change clairement. Hein, et une fois encore, c'est pas dans les 10 prochaines années, c'est maintenant. J'étais hier avec un client, on a vu les annonces un peu. Moi, j'aime bien aller regarder comment les entreprises recrutent leurs acheteurs. Ça y est, c'est parti. Les data scientists spécialisés achats, il y a beaucoup d'entreprises qui commencent à s'intéresser à ces profils. Donc, ce qui va changer au niveau du métier, c'est que, et du coup, c'est la bonne nouvelle, et peut-être pour certains, une zone, en tous les cas, de vigilance, c'est que si vous n'êtes pas sur, quand j'entends des acheteurs qui font des activités qui ne sont pas des activités d'achat,
pour vous, ça va être plus compliqué parce qu'il y a une partie de ces activités qui vont pouvoir être traitées avec des solutions d'intelligence artificielle. Maintenant, quand on est vraiment sur le cœur de l'activité, pour aller conduire une négociation, pour aller réfléchir à une stratégie, ces outils-là vont vous aider à le faire mieux et à le faire plus vite, mais pas à le faire à votre place. Voilà. Hein. Et donc du coup, c'est toute cette réflexion qu'il faut avoir autour de votre organisation. Hein. Quand aujourd'hui je discute avec des acheteurs qui n'ont pas fait de stratégie parce qu'ils me disent qu'ils n'ont pas le temps de faire des stratégies d'achat, on traite un bout de l'histoire. Hein. Pour autant, quelle décision finale on prend et comment on la met en œuvre, ça restera du côté des acheteurs. Merci. S'il n'y a plus de questions, bravo, parce que du coup, on a tenu notre timing. Pour ceux qui le souhaitent, vous m'écrivez et je vous envoie les quelques diapos que j'ai pu présenter. Ludovic, il a des vidéos, vous le contactez pour savoir. Contacter directement. Ouais. Voilà, ça sera plus simple. Merci Ludovic pour cette séance. Écoutez, l'aventure continue, hein, et on a encore des beaux moments. Et puis un jour prochain, ça sera vous, les utilisateurs, qui viendront faire ce retour d'expérience pour partager avec la communauté comment vous avez mis en œuvre et vous utilisez ces nouveaux outils. À très bientôt et bonne fin de journée à vous. Au revoir. Au revoir.